Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de l'opération de sensibilisation à l'utilisation du défibrillateur qui aura lieu mercredi 8 décembre à 18 heures à la salle des fêtes, nous recevons aujourd'hui Bernard Calvé en qualité de premier adjoint de la municipalité et également en tant qu'ancien pompier volontaire et chef du centre durant 15 ans. Bernard Calvé, bonjour et bienvenue à vous. Alors, Bernard Calvé, si vous le voulez bien, nous allons en premier lieu parler de votre fonction auprès de la municipalité. Merci de bien vouloir nous l'expliquer. Bon, tout d'abord, bonjour. Ma fonction auprès de la municipalité, c'est de répondre à tous les besoins de la commune. Et voilà, c'est principalement, c'est ça, c'est de répondre aux besoins sur la commune des personnes qui vont nous interpeller. Et c'est aussi, dans le cadre des besoins, de monter des projets d'avenir pour la Salvetat. Merci à vous. Alors, Bernard Calvé, 15 ans de bons et loyaux services au sein des pompiers. Comment devient-on pompier? Est-ce que c'est un rêve de petit garçon? Alors, 15 ans de fonction de responsable des sapeurs-pompiers, mais 40 années de pompier volontaire. Alors, comment on devient pompier? Je ne sais pas. Ça c'est pas né comme ça un jour, tiens, je deviens pompier. C'est tout simplement, c'est que je suis venu sur la Salvetat pour un travail à la SEI. Dans le cadre de mon travail, on m'a interpellé pour voir si je voulais prendre des responsabilités au niveau de la sécurité. Et j'ai dit que oui, et donc pour prendre ces responsabilités, on m'a proposé de rentrer chez les pompiers. Donc j'ai intégré les sapeurs-pompiers, et partant de là, voilà. C'est devenu une passion. C'est devenu une passion. Et je ne suis pas capable aujourd'hui pourquoi c'est devenu une passion. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la notion d'aider peut-être, d'aider les gens. Voilà. Alors justement, l'apprentissage pour devenir pompier doit être assez compliqué. Quelles sont les qualités qu'il faut acquérir ou avoir pour devenir pompier ? Les qualités pour être pompier. Déjà, il faut avoir le désir de vouloir aider les autres. Ouais. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur de prendre sur son temps personnel pour intégrer les sapeurs-pompiers, parce qu'il y a beaucoup à suivre de formations. Et après les formations, il y a le maintien des acquis. Et après, il faut répondre, le jour comme la nuit, il faut répondre aux alertes. Donc, ça a des conséquences aussi sur une vie familiale. Donc, moi, je l'ai toujours dit, être sapeur-pompier, la personne dans la famille, elle est sapeur-pompier, mais c'est toute la famille qui est sapeur-pompier parce qu'il faut qu'ils acceptent ce départ de cette personne du milieu familial pour partir en intervention le jour comme la nuit. Mais j'imagine qu'il faut avoir un certain sang-froid, de l'empathie, une analyse rapide d'une situation pour effectuer cette fonction, pour la réaliser, je ne sais pas comment. Oui, tout à fait. Ces trois qualités que vous venez de citer, effectivement, il faut les avoir. Donc, vouloir être sapeur-pompier est une chose. Arriver à être sapeur-pompier, et je dirais c'est autre chose. Parce que quand même, nous sommes soumis à des formations. Et des formations qui sont certificatives. Et encore hier, je le disais, le côté certificatif permet justement d'évaluer la compétence de cette personne qui veut rentrer chez les sapeurs-pompiers. Donc il peut avoir des compétences au niveau de leur savoir-faire, il peut avoir un savoir-faire qui sera très bien, mais par contre il aura des difficultés sur le savoir-être. Savoir-être, c'est-à-dire qu'à la vue de l'intervention, si c'est une personne qui est sensible, n'aura pas toutes les aptitudes pour intervenir correctement. Et c'est là alors qu'au niveau du certificatif, il ne pourra pas être apte pour entrer chez les sapeurs-pompiers. Voilà un peu.
Alors, moi, je vous ai rencontré il y a quelques années en arrière, je ne sais pas si vous vous en rappelez. J'étais à l'époque secrétaire d'Alain Camerini au collège de Saint-Pons et vous animiez les JSP le mercredi, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous apprenez à ces enfants en tout premier ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre ? Parce que c'est vrai que c'est flatteur de devenir pompier, c'est des rêves de petits garçons, voire de petites filles. Mais qu'est-ce qu'ils doivent apprendre en tout premier lieu ? Alors effectivement, entre le rêve et la réalité, il y a un écart énorme parce que la première chose que je vais leur apprendre, c'est d'être capable de partager et d'aider. Pourquoi ? Parce que un sapeur-pompier travaille dans une équipe. Et l'acceptation de l'autre. Tout simplement parce que le jour où nous partons en intervention, on ne choisit pas ses partenaires pour intervenir. Donc il faut être capable d'accepter son collègue tel qu'il est. Et ça, c'est la première chose que je vais leur apprendre. La deuxième chose, c'est quand même la notion d'écouter. D'écouter, parce que vous le savez, chez les sapeurs-pompiers, il y a une hiérarchie. Donc, il faut respecter la hiérarchie, donc le respect de la hiérarchie. Donc voilà les deux choses principales, c'est-à-dire d'être capable d'accepter son collègue, de pouvoir partager avec son collègue, et après de respect de la hiérarchie, c'est-à-dire que l'on fera ce qu'on me demande de faire. Même si je ne suis pas d'accord. Ou même si je ne comprends pas. Si je ne suis pas d'accord, si je ne comprends pas, c'est là où intervient la qualité d'un chef de centre. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas, et si vous n'êtes pas d'accord, vous agissez en respectant la hiérarchie, mais ce qui veut dire qu'après l'intervention, il y a un débriefing qui se fait, et il y a un échange qui se fait. Et l'échange devrait aboutir justement à un résultat commun. Effectivement, quand vous voyez travailler les sapeurs-pompiers, vous pouvez intervenir sur une victime, et il y a plusieurs façons d'intervenir. Il y a le choix du matériel qui se discute et autres. Mais sur l'intervention, l'équipier ne discutera pas le choix du chef d'agré. C'est le chef d'agré. Dans notre fonctionnement, il y a des équipiers et il y a des chefs d'agré, donc on respecte toujours le chef. Merci de votre réponse. Alors, donc justement, vous avez été chef de centre durant 15 ans. Ça consiste à quoi, très exactement ? Vous voyez le sourire, parce que ça consiste tout simplement, c'est qu'un chef de centre, c'est la communication, c'est la relation humaine. Et je dirais, ma définition personnelle, un bon chef de centre, il reste dans son bureau, assis sur une chaise, il n'a rien à faire. Ah bon ? Oui. Vraiment ? Oui. Alors, okay. Parce que je vais vous dire, à partir du moment où on fait confiance à son personnel. Oui. Avec un œil ouvert quand même. Il faut toujours, les deux même. Les deux. Mais à partir du moment où on fait confiance à son personnel, en les accompagnant justement dans la formation, en les accompagnant parfois dans leur vie personnelle, des fois ils viennent vous solliciter parce qu'ils ont des besoins de logement, ils peuvent rencontrer certaines difficultés personnelles qui peuvent les entraver pour après être en toute capacité, avoir tous les moyens pour faire une intervention. Le chef de centre, c'est ça. Mais après, quand je vous dis qu'il reste sur une chaise derrière un bureau, effectivement, j'ai eu la chance, et je pense que peut-être certains m'entendent, j'ai eu la chance d'avoir des gens compétents, et j'ai eu la chance mes dernières années de finir dans cette situation, c'est-à-dire que j'avais des gens très compétents qui me faisaient les choses très bien, et j'avais uniquement à mettre en place le maintien des acquis, la formation, de temps en temps leur rappeler que, bon, il ne fallait pas un peu trop déborder, parce que j'avais des jeunes, les jeunes ça bouge, mais voilà, et je me suis toujours apprécié dans cette fonction. J'ai pas des souvenirs négatifs dans ma fonction de chef de centre. Alors, aujourd'hui, vous exercez, malgré tout, enfin toujours, vous êtes toujours en fonction, compte tenu que vous faites de la formation grand public pour l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault. Pareil, pouvez-vous nous expliquer à quoi cela consiste ? Alors,
il faut savoir que chez les sapeurs-pompiers, il y a deux choses. Il y a le côté opérationnel. Quand vous faites le 18, vous faites le 112, vous avez les sapeurs-pompiers. Ça, c'est le côté opérationnel. Le côté opérationnel, et nous dépendons du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une chose. Mais en parallèle, il y a la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui est à Paris, avec un directeur. Et je dirais que lui, le directeur de la Fédération nationale, c'est un peu le syndicat, le comité d'entreprise du sapeur-pompier. C'est-à-dire que la Fédération nationale, elle est là pour écouter ce sapeur-pompier, sapeur-pompier volontaire ou professionnel, elle l'écoute. Et elle l'écoute dans le sens où, justement, ce sapeur-pompier d'en bas va lui dire ce qui va et ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. Et lui, en haut, à la Fédération nationale, il va essayer de le traiter. Alors, la Fédération nationale est à Paris, mais dans tous les départements, nous avons des unions départementales des sapeurs-pompiers, dans tous les départements. Et en dessous des unions départementales des sapeurs-pompiers, vous avez autre chose que tout le monde connaît, c'est les amicales des sapeurs-pompiers. Dans les centres de secours, quand ils passent pour les calendriers, c'est les amicales. Et c'est une association loi 1901. Donc vous avez Paris, la Fédération nationale, vous avez les unions départementales et vous avez les amicales. L'union départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault, dont le siège est à Villeneuve-les-Béziers, a fait le choix de faire de la formation. Mais elle fait de la formation pourquoi? Donc moi je dispense de la formation de sapeurs-pompiers. Elle fait de la formation pourquoi? Pour tout simplement... Elle la vend, cette formation. Elle la vend parce que, en la vendant, elle gagne de l'argent. Mais cet argent, son but, c'est pas lucratif. Son but, c'est tout simplement avoir de l'argent pour aider le sapeur-pompier. Ouais. Et la notion d'aide du sapeur-pompier est la suivante. Imaginez un sapeur-pompier volontaire qui, malheureusement, a un accident grave, il se retrouve avec un handicap, ou malheureusement, il lui laisse la vie. Il y a des enfants à la maison, il faut les scolariser. Il faut maintenir ces enfants à l'école jusqu'à la majorité. Et bien, qu'est-ce qu'elle fait, l'union départementale? Avec l'argent qu'elle gagne dans les formations, elle le redistribue à ses sapeurs-pompiers pour permettre aux gosses de pouvoir continuer leurs études. Très bien. Voilà un peu la réponse. Donc, un sapeur-pompier qui va casser son véhicule, sa voiture, il a un accident, il ne peut pas venir aux interventions puisqu'il n'a pas les moyens. Donc l'union départementale va lui avancer à titre, sans aucun intérêt, va lui prêter de l'argent pour qu'il puisse justement faire l'achat d'une voiture pour se déplacer. Voilà. Donc moi, j'ai pris ma retraite, pour vous expliquer un peu ma place, c'est que j'ai pris la retraite des sapeurs-pompiers. Mais je suis vétéran sapeur-pompier et à travers être vétéran sapeur-pompier, ça me permet de faire de la formation grand public. C'est pour ça que je fais de la formation premier secours en équipe, sauveteur et secouriste du travail. Je fais aussi de la formation pour les surveillants de baignade. Voilà. Et à l'occurrence, justement, je fais des sensibilisations dans les communes pour l'utilisation du défibrillateur. Merci pour cette réponse très complète. Alors, là, j'aurais une question beaucoup plus personnelle. Qu'est-ce que, selon vous, a été votre plus beau sauvetage? Je prends le temps. Ouais, prenez-le. Vous voyez, c'est l'accouchement. D'accord. Donc, l'accouchement, vous avez... Dans le VSAB, être seul et accoucher une dame, ouais. Qui malheureusement, le gosse a vécu que 3 mois, ouais. Mais c'était ça. Pour moi, c'est magnifique. Merci. Alors, donc, quand même, on va en passer à ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour cette sensibilisation à l'utilisation des défibrillateurs qui sont installés sur la Salvetat sur Agou. Justement, combien de défibrillateurs ont été installés? Alors, sur la commune de la Salvetat, actuellement, nous avons 3 défibrillateurs. Nous en avons un à la salle des fêtes, à l'extérieur. Comme ça, il permet à intervenir dans la salle des fêtes, même à l'extérieur. Nous en avons un au gymnase, à l'extérieur, pour le gymnase et pour l'extérieur.
Et nous en avons un en face, le café du balcon, sous l'arche, pour le haut du village. Voilà. Mais, sachez une chose, c'est que maintenant, en début 2022, il va y avoir obligation d'avoir des défibrillateurs dans tous les établissements qui reçoivent du public. Sauf les petits commerçants comme le boulanger ou le boucher, 5e catégorie, n'auront pas cette obligation, mais tous les autres établissements l'auront. Actuellement, vous avez des établissements qui reçoivent du public qui ont des défibrillateurs à l'intérieur. Voilà. Et les bars, les restaurants, les hôtels, les EHPAD auront obligation, l'école, nous, en tant que mairie, on va être amené demain à mettre un défibrillateur pour l'école, on va être amené à mettre un défibrillateur pour l'église, tous les établissements qui reçoivent du public. La radio également, du coup? Ou pas? Peut-être pas, parce que c'est un établissement de 5e catégorie, donc ils vont pas vous l'imposer. Alors, justement, tout ceci doit avoir un coût. Est-ce qu'il y a des partenaires sociaux qui financent, ou c'est juste la mairie qui supporte ce financement? C'est la mairie qui le supporte. D'accord. C'est la mairie qui le supporte. On peut avoir des aides du département, mais c'est, je dirais, la notion d'aide, c'est la notion d'aide. Il n'y a pas écrit noir sur blanc qu'on est subventionné pour mettre un défibrillateur. D'accord. Et alors, justement, tous ces établissements qui vont devoir mettre des défibrillateurs, c'est à eux de supporter les coûts, ou c'est encore la mairie? Non, c'est à eux. C'est à eux, d'accord. C'est comme les extincteurs. Eh oui, très bien, ouais, Voilà, absolument. vous avez exactement le même fonctionnement avec une maintenance, et les établissements qui reçoivent du public, sachez, vous le savez pas, c'est qu'ils sont soumis à des visites de sécurité. Oui. Et à l'occasion de la visite de sécurité, on va leur demander justement d'avoir où est-ce que se trouve le défibrillateur et son état de fonctionnement. Quel est le coût environ d'un défibrillateur? 1 700 €. Ah ouais. Alors vous avez deux possibilités, vous en effectuez l'achat ou vous pouvez en faire la location. Donc, très bien. Voilà, vous avez Très bien. deux possibilités. Alors, moi j'ai une question là beaucoup plus technique. Je prends un cas de figure concret. Demain, je vois quelqu'un qui fait un infarctus. Je me trouve à 500 mètres du défibrillateur. Paf, je vais chercher le défibrillateur. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Et non. Est-ce qu'il y a une batterie? Est-ce que ça a une portée, justement, une distance à respecter? On la prendra probablement le 8, mais... Voilà, vous la prendrez le 8. Mais moi, personnellement, je serais pour que tout le monde ait la formation de secourisme. Que tout le monde ait la formation de secourisme, dans le sens où secourir une personne... Bon, c'est vrai que là, avec le défibrillateur, on est sur le malaise cardiaque. Donc vous apprendrez en formation que sur un malaise cardiaque, la première chose à faire, c'est de masser un cœur. Et comment on fait quand on ne sait pas? Et bien, on apprend. On va l'apprendre le 8. Oui, ah, je vous ça le c'est parfait. Justement, je ne veux pas rester le 8, je ne veux pas rester sur la démonstration du défibrillateur, comment il fonctionne. Je veux un peu montrer au public qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, pour en parler du 8, puisque... on va en parler, voilà. Mais je veux montrer justement qu'est-ce que c'est qu'une réanimation cardio-pulmonaire. Donc, quand vous me dites tout à l'heure, je vais chercher à 50 mètres le défibrillateur... Même pas à 500 mètres, je vous dis non. Ouais, ok. Je vous dis non, et je vous le dirai le 8. C'est qu'on masse de suite un cœur. C'est qu'un témoin qui ira chercher le défibrillateur, mais le plus urgent, c'est qu'il faut éviter que ce cœur s'arrête. Voilà. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est aussi simple que ça? On prend les deux trucs pour choquer, là, le défibrillateur. Il n'y a aucune information à rentrer dans le matériel. N'importe qui peut aller décrocher ça. Alors, le n'importe qui, s'il n'a pas la formation, je dirais, il a 8 chances ou 9 chances sur 10 que le défibrillateur ne fonctionne pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la formation, déjà, on apprend qu'il faut raser la victime. Parce qu'on met des électrodes sur une victime, mais ces électrodes, si vous voulez, elles captent ce qu'elle ressent dans la victime, c'est-à-dire comme le médecin
quand ils vous écoutent, Ouais. les électrodes, c'est leur rôle, elles vont porter l'information à la machine qui est le défibrillateur, et cette machine, suivant les informations qu'elle va recevoir, elle va dire envoyer de l'électricité ou ne pas envoyer d'électricité, parce que le but des défibrillateurs, c'est d'envoyer des défibrillateurs au cœur, de l'électricité au cœur, pour le stimuler, pour qu'il reparte, dans la mesure où il en a les capacités de repartir. Voilà le but. Donc déjà, il y a toute une procédure qu'il faut connaître et qu'il faut savoir. Donc si on n'a jamais eu de formation, on risque de passer à côté un peu. Voilà. Ouais. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que toute personne qui va utiliser le défibrillateur ne mettra pas la victime en danger. La seule chose qui peut se produire, c'est que sa défibrillation sera inefficace. Voilà. Et quoi qu'il en soit, on a une personne face à soi qui fait un arrêt cardiaque. J'imagine que, bon, ok, si on a les bons gestes, etc., donc on masse le cœur. Oui. Mais le truc, c'est de dire allô pompiers. Voilà. Aussi, en Oui. attente d'eux. Oui. C'est justement dans la formation de secourisme, c'est le seul module où on fait l'alerte de suite. C'est-à-dire, on va faire le 18 ou le 112 pour appeler les sapeurs-pompiers. Voilà. D'accord. Et faire un descriptif de faire un l'état. descriptif de la situation. De la situation, absolument. Alors, justement, parlons-en. Cette sensibilisation est organisée par différents partenaires, la commune, les pompiers et les médecins. Donc, tout le monde sera présent le 8. Oui. Les sapeurs-pompiers seront présents. Il y aura la présence de notre chef de centre, M. Choulet, qui est aussi moniteur de secourisme, donc il enseigne le secourisme. Il y aura la présence des médecins, des ou du médecin, suivant leur disponibilité, mis ce rôle-là. Et moi-même, je serai présent pour représenter l'union départementale. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? Comment ça va se dérouler très exactement, cette soirée? Elle va se dérouler de la façon suivante, cette soirée, c'est que personnellement, je présenterai le pourquoi du comment on se retrouve tous ensemble dans la salle des fêtes. Ensuite, j'irai et je ferai une présentation de la formation de secourisme, parce que je crois que c'est la première chose à présenter, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire, ou peut-être elles souhaitent de le faire, comment faire une formation de secourisme, dont j'expliquerai. Il y aura un échange avec le public pour justement parler de cette formation de secourisme, qui soit grand public ou qui soit secourisme du travail. Et après, nous parlerons justement du malaise cardiaque et du pourquoi des défibrillateurs. À ce moment-là, les médecins expliqueront succinctement le fonctionnement de cœur et pourquoi on défibrille. Et ensuite, avec le chef avec les pompiers, nous mettrons en pratique le massage cardiaque et le défibrillateur, et les gens pourront faire du massage cardiaque et utiliser les défibrillateurs. Sur un mannequin? Sur un mannequin, oui. C'est mieux. Voilà. Ok. Alors, il faut compter combien de temps pour cette formation? Enfin, cette sensibilisation, pardon. Sensibilisation, ça dépendra du nombre de personnes, ça dépendra de l'échange qu'il peut y avoir, mais ça peut être de 1 heure à 2 heures. D'accord, très bien. 1 heure et 2 heures. Une heure minimum, et voilà. Très bien. 2 heures maxi. Alors, pourquoi il est important que nous soyons nombreux le 8, Bernard Calvé? Parce que moi, je veux avoir des gens qui me sauvent. Bonne réponse. Imaginez, aussi. Imaginez, allez, je vais prendre un exemple qui va peut-être sensibiliser justement le citoyen. Et je l'ai malheureusement vécu. Je vais vous prendre cet exemple qui explique tout. J'ai une dame dans la formation qui ne s'impliquait pas du tout. Et j'ai dit, madame, il vous faut vous impliquer. Elle me dit, mais monsieur, je viens, je vous expliquerai pourquoi. Je viens pour voir, j'ai eu un accident de voiture, et j'ai tué mon fils. Elle me dit, je viens voir si j'avais pu le sauver. En faisant la formation, si j'avais pu le sauver. Alors, partant de cet exemple, imaginez la mère de famille qui a un gosse de 1 an, ce gamin s'étouffe, et la mère de famille ne sait pas quoi faire face à l'étouffement de son enfant. Et imaginez qu'un mois après, elle fasse la formation de secourisme, et à travers la formation de secourisme, elle apprend le geste pour désobstruer les voies aériennes, et qu'elle découvre qu'elle aurait pu sauver son enfant. Imaginez... C'est un cauchemar.
Voilà. C'est un cauchemar. Voilà, c'est comme vous dites, c'est un cauchemar. Donc c'est pour ça que c'est tout le monde qui devrait avoir la formation de secourisme. Ça devrait être en fait un devoir civique. Ça devrait être un devoir civique. Déjà, peut-être pour passer le permis voiture, parce que moi, si j'ai un accident, je souhaite avoir un secouriste derrière moi qui me porte le secours. Ouais. Vous voyez? Et c'est le permis voiture, c'est le permis de chasse, parce qu'il y a des accidents de chasse. Voilà. Donc, c'est une formation. Alors, ça m'est dur de le dire, mais on est un des pays un peu à la traîne au niveau de la formation de secourisme. Ouais. Il y a beaucoup de pays, surtout les pays nordiques, qui sont beaucoup plus sensibles que nous dans la formation de secourisme. Donc, c'est tout le monde qui devrait l'avoir. Et l'exemple là que je vous cite, c'est un exemple qui fait mal. Hein. Ah bah je l'imagine même pas. Vous voyez? Eh bien oui, mais seulement c'est des choses qui arrivent parce qu'on ne sait pas. Quand on n'a pas de formation, on est démuni. Et je dirais un mot là-dessus, c'est-à-dire que faites de la formation de secourisme, il n'y a pas d'examen. Et combien ça coûte d'ailleurs? Alors, une formation de secourisme coûte, la formation grand public, 7 heures, une journée, 60 €. Mais par contre, si vous le faites dans le milieu associatif, c'est-à-dire une équipe de foot, de rugby, c'est les dirigeants qui veulent faire une formation. Ils peuvent négocier le prix avec l'union départementale et je crois que c'est dans les 45 € par personne. Ouais, mais je crois qu'en fait, ça vaut le coup. J'imaginais un coût bien plus important que ça, moi. Non. Okay. C'est 60 € par personne en individuel. Et en associatif, c'est 45 €. Et le secourisme du travail, par contre, c'est les employeurs qui nous demandent d'intervenir dans leur entreprise, que ce soit entre 5 et 10 personnes, c'est 850 € la formation. Très bien, merci. Mais écoutez, merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non. Non. Venez le 8. On n'a pas besoin de s'inscrire auprès de la mairie en amont. Pas Pas du tout. La salle des fêtes est très grande et ce sera une soirée d'échange. Et n'ayez pas peur de cette machine qui est le défibrillateur. Ça n'est qu'une machine. Parce que ce n'est qu'une machine qui ne se trompe. Alors, là aussi, je précise, elle ne se trompe jamais. Et je vous expliquerai pourquoi elle ne se trompe pas. Non, mais ça, on le saura le 8. Voilà. Donc voilà, venez nombreux. Radio Salvetat sera là, bien entendu. Bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous. Allez, bonne journée à tout le monde et au revoir. Merci, bye bye.